Bonjour, bon week-end, bienvenue en Normandie pour votre émission La Voix est libre. Nous sommes en direct du musée mémorial de Caen pour les 5e rencontres internationales des dessinateurs de presse, des rencontres prévues en avril dernier et qui avaient dû être reportées à la suite de l'attentat de Charlie Hebdo qui avait fait 12 morts le 7 janvier dernier. Parmi les victimes, vous le savez, 7 dessinateurs, Cabu, Tinius, Honoré, Wolinski et Charb, 5 dessinateurs donc. On leur rend hommage ce week-end. Aujourd'hui, ce sont 35 dessinateurs qui sont invités. Ils représentent 16 nationalités. 7 mois après l'attentat, qu'est-ce qui a changé? Peut-on comparer le 7 janvier et le 11 septembre 2001 aux États-Unis? Les dessinateurs peuvent-ils tout caricaturer? On va le voir dans un instant avec un dessin qui a fait polémique cette semaine. C'est le dessin du petit Aylan, un dessin de Chonu qui est présent sur ce plateau. Comment s'applique la censure? On en débattra également. Alors pour en parler justement, nous avons un certain nombre d'invités au cours de cette émission, à savoir Stéphane Grimaldi, le directeur du Mémorial de Caen. Bonjour. Bonjour. Le dessinateur Berthe, qui était avec nous également. Bonjour. Bonjour. Vous travaillez pour Ciné Mensuel, Mon Quotidien, Spirou, encore CQFD. Invité de cette émission, Michel Onfray, bonjour. Bonjour. Vous avez animé hier soir une conférence sur le 11 septembre à la Française, on en parlera. Et puis le dessinateur Chonu, que l'on connaît bien sur cette antenne, qui est présent chaque samedi dans cette émission La Voix est libre en Basse-Normandie. Je le disais, vous êtes au centre d'une polémique depuis ce dessin que vous avez réalisé du petit Aylan. On en parle dans un instant. D'abord, un point sur ce qui se passe en ce moment, en direct du Mémorial de Caen. Se prépare une conférence animée par Ciné. Il sera beaucoup question évidemment de l'après 7 janvier. Il y a eu un avant et un après. Tout le monde est d'accord sur ce point, mais il y a d'autres débats. Et puis, il y a aussi, en ce moment, cette fresque qui est réalisée par 35 dessinateurs, une fresque qui sera exposée lors du prix Bayeux-Calvados des correspondants de guerre au mois d'octobre prochain. Stéphane Grimaldi, vous aviez décidé en janvier dernier de reporter, vous n'avez pas voulu annuler ces rencontres internationales des dessinateurs de presse. C'est un challenge qui est en train de se gagner, là? Alors on a reporté, non pas en janvier mais en mars. Et alors je ne sais pas si c'est un challenge parce que moi je ne suis pas. Mais en tout cas, les dessinateurs sont au rendez-vous, le public est au rendez-vous. Mais plus fondamentalement, ce qui se dit est intelligent. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a un vrai dialogue entre le public et les dessinateurs, entre les invités comme Michel Onfray et d'autres. Et ce qui se dit a du fond, on réfléchit vraiment. Hier, Emmanuel a eu une vraie discussion avec des lycéens, il y en avait 500 hier, justement à propos de son dessin. Et donc pour le moment, nous sommes samedi matin, c'est bien. Alors on a parlé de sécurité également. C'est pas un bunker, hein, on a lu ça dans la presse. Même si le mémorial de Caen est fermé au public, il fallait se préinscrire pour pouvoir assister aux conférences. Mais le mémorial n'est pas un bunker, comme on a pu le lire. C'est quelque chose que vous refusez. Non, le mémorial n'est pas un bunker. Les gens qui ont voulu participer à ces rencontres ont pu s'inscrire. Ils sont accueillis normalement, c'est fluide, ça marche, tout va bien. Les rencontres sont diffusées sur Internet. Voilà, c'est pas un bunker. En revanche, oui, on a pris quelques mesures de sécurité indispensables. Alors peut-on tout montrer, peut-on tout caricaturer depuis l'attentat du 7 janvier dernier? C'est une des questions qui est posée au cours de ces rencontres. Tout le monde a vu cette photo qui a fait la une des tabloïds. Cette photo, c'est celle du petit Aylan Kurdi, cet enfant de 3 ans retrouvé mort sur une plage turque. Ça a créé une vive émotion dans le monde entier. Une photo très commentée qui a suscité une grande émotion et un dessin qui fait polémique maintenant. Ce dessin, le voici. C'est vous qui l'avez réalisé, Chonu. On voit un enfant couché sur le sable avec un cartable dans le dos avec ce titre, c'est la rentrée. Suite à ce dessin que vous avez réalisé, je crois, pour l'Union de Reims, vous avez fait l'objet de menaces de mort. Qu'est-ce que vous avez envie de dire justement à ceux qui vous ont interpellé et à ces réactions? D'abord, je voudrais restituer ce que nous a dit un jeune lycéen hier, car moi je leur ai posé la question, je ne connais pas la toile. Vous êtes de la génération qui allait utiliser et qui utilisait cette espèce de grand océan où il y a de tout, on trouve de tout, de très bonnes choses comme des diarrhées et des déchets.
Il m'a dit, vous savez, la majorité silencieuse ne s'exprime pas, mais elle vous soutient. Et je pense que sur la toile, c'est un défouloir. C'est surtout le défouloir de l'inculture. Car en fait, je crois qu'après le 7 janvier, des gens ont découvert le dessin de presse. Ils l'ont découvert, je dirais, en pensant que tous les dessins de presse sont des agressions. Voilà. Mais vous dites que les gens n'ont pas compris votre dessin, c'était un dessin poétique, un dessin hommage. Oui, c'est un dessin hommage. Ce dessin signifie que cet enfant, c'est le nôtre. Il ne connaîtra jamais la rentrée et qu'il faut qu'on se réveille. Voilà. Alors, Berthe, est-ce que vous êtes d'accord avec Chonu, justement? Est-ce que vous auriez fait le même dessin? Non, j'aurais pas du tout fait le même dessin. Pour moi, ce dessin, désolé de te le dire, pour moi, c'est un mauvais dessin. Dans la mesure où il y avait déjà cette photo là qui était là pour faire pleurer, qui a marché, ça tout le monde a pleuré. Et Chonu refait un dessin, le même, il refait la même pour faire pleurer à nouveau, quoi. Il n'y a aucun décalage, il est pas drôle. Moi, le rôle d'un dessinateur, c'est d'apporter un regard un peu différent, justement, sur un événement comme ça, quoi. Mais quel type de dessin concrètement? Parce que si vous aviez un feutre et une feuille blanche, comment vous auriez dessiné le petit Aylan? J'ai pas réfléchi à ça, mais je pense que j'aurais essayé de trouver voilà, un angle qui n'aille pas dans le sens du pathos ou dans la dénonciation ou dans le c'est malheureux ce qui arrive à 6 migrants. Voilà, ça on a compris avec la photo et ça a été cette photo devient aussi je ne vais pas dire grotesque que le slogan je suis charliste. Ça veut rien dire cette photo, quoi. C'est à un moment donné voilà, une image qui va sur laquelle tout doit se cristalliser. Et on ne sait pas quoi trop mettre dedans, mais tout le monde doit être d'accord. La réponse de Chonu, parce qu'il est attaqué. Il faut du débat. Je pense que le dessin de presse suscite le débat et il a parfaitement raison de critiquer mon dessin. Après, il aurait certainement mieux fait que moi, ça j'en doute pas. Je voudrais rappeler le dessin d'Alex, qui est extraordinaire. Il a fait cet enfant dans une bouteille, comme un message. Après, tu as parfaitement raison, moi j'accepte les critiques. Le dessin de presse n'est pas quelque chose un dogme absolu, etc. Et tu as parfaitement raison de le critiquer. Non, mais là, oui, ce que je veux dire, mais un mauvais dessin, je trouve que là, c'est un mauvais censeur. Là. Non, un mauvais dessin, pour moi, c'est-à-dire, moi, j'aurais pas fait ce dessin. Après, effectivement, c'est pas un mauvais dessin. On a chacun sa conception du dessin. Oui, mais tu ne peux pas dire que c'est un mauvais dessin. Pour moi, si, c'est un mauvais dessin. Alors, on va demander l'avis de Michel Onfray, parce que vous avez pris la défense de Chonu cette semaine dans la presse en parlant, je vous cite, des idiots qui ne savent pas décoder ce type de dessin. Vous dites que ça suppose de l'intelligence, de la subtilité, de la culture, des références. Ce cas Chonu, il faut justement tout cela, toutes ces qualités pour comprendre un dessin de presse? Bah évidemment. D'abord, je voudrais dire que... C'est pas accessible à tout le monde, c'est ce que je veux dire? C'est pas pareillement accessible à tout le monde si vous n'avez pas la culture. Par exemple, Emmanuel est un ami. Et son dessin, il me l'a envoyé alors que je prenais le train pour Paris et je n'avais pas vu l'image réelle qui renvoyait à ça. Et je me suis dit, c'est la rentrée, parce que Berthe, vous oubliez que c'est pas un dessin, c'est un dessin plus un texte. C'est un dessin plus un texte. Et c'est ce texte qui donne son sens à ce dessin et qui fait que c'est un bon dessin, pour moi. Et donc, je n'avais pas compris ce dessin parce que justement, je ne voyais pas à quoi il renvoyait. Et puis je suis allé à Paris, j'avais des rendez-vous et il y avait une télévision en information continue et je vois cette image. Et je me dis, mais je comprends le dessin d'Emmanuel, évidemment. Je n'avais pas la référence, je ne comprenais pas le dessin. J'avais la référence, je comprenais. À quoi il faut ajouter qu'il y a le texte. Alors le dessin, c'est le dessin plus texte. Le dessin dit une chose, si ce que vous disiez tout à l'heure, Emmanuel s'était contenté de dessiner ce qu'il y avait sur la photo, bah oui, ça aurait été un mauvais dessin. Mais il ne s'est pas contenté de faire ça. Bien d'ailleurs, moi d'un point de vue technique, je trouve que c'est bien fait. Il ajoute ce texte qui dit c'est la rentrée. C'est-à-dire que dans la configuration qui est la nôtre, on a les marronniers où on voit les mamans qui emmènent les enfants et on pleure. Et puis on voit la mère qui reste à la grille pendant que les enfants s'en vont. Et puis le cartable qui est trop lourd parce qu'il y a trop de livres et que ça fait 10 kilos et qu'on les a pesés. Et on se dit voilà, l'Occident a ce genre de petits problèmes. C'est la rentrée scolaire. Et ailleurs qu'en Occident, il y a ce genre de problème. C'est-à-dire que les enfants n'ont pas des problèmes de cartable trop lourd, ils meurent. Ils meurent parce qu'ils se noient, et ils se noient pour les raisons qu'on sait, etc. Donc cette façon non pas de faire pleurer, parce que c'est pas un dessin qui fait pleurer, le dessin d'Emmanuel, c'est un dessin qui fait réfléchir en disant nos problèmes ne sont pas les leurs, et les leurs, ce sont vraiment des problèmes. Sans quoi je trouve que c'est un bon dessin, j'ajouterais même que c'est un excellent dessin, que c'est un dessin politique,
sous les allures d'Emmanuel Chonu, c'est-à-dire qu'on n'a pas toujours l'impression que, mais si on réfléchit un peu, ça va beaucoup plus loin que ce qui peut apparaître a priori. Et je trouve que ce dessin, comme tous les autres dessins, pour répondre à votre question, exige évidemment la culture de celui qui regarde. Alors, Chonu faisait référence à ce déchaînement sur la toile parce que il a fait le dessin pour l'Union de Reims, c'est sur sa page Facebook. L'Union de Reims, c'est 30 000 lecteurs, c'est ça? Et c'est le premier journal de Cabu. Les premiers dessins de Cabu ont été publiés dans l'Union. Donc, et d'un seul coup, on est sous le signe de notre maître. C'est parti en polémique sur la toile, vous y faisiez référence. Oui. Stéphane Grimaldi, en fait, ce qui a changé, puisqu'on se posait la question au début de l'émission, depuis le 7 janvier, depuis Charlie Hebdo, cet attentat, c'est qu'aujourd'hui, le dessin de presse est peut-être plus surveillé, le dessinateur de presse. Non, il n'est pas plus surveillé. Il a été beaucoup plus surveillé sous la 4e République ou au début de la 5e République. Il n'est pas plus surveillé, il est juste sorti de son bocal. C'est-à-dire que tout d'un coup, le 7 janvier, les gens ont découvert le dessin de presse. Et alors, il y a des tas de gens, vous savez, on est dans un monde de donneurs de leçons. Hein, c'est des gens, JO les appelle les résistants de canapé. Et alors vous avez tous ces gens maintenant qui ont des avis définitifs sur le dessin de presse, sur ce qu'il faut dire, sur ce qu'il faut être, sur ce qu'il faut faire, sur ce qu'il faut penser, etc. etc. Et donc le dessin de presse qui était au fond le truc de gens qui lisaient Ciné, qui lisaient Charlie, qui lisaient Le Canard enchaîné, qui lisaient quelques journaux comme ça, qui ne sont pas des journaux confidentiels du tout, mais enfin qui sont quand même des journaux qui s'adressent à des niches de lecteurs. Tout d'un coup, il est sorti de son truc, il est sorti de son périmètre. Et quand Michel dit, à juste titre, il faut pour appréhender un dessin de presse, pour le comprendre, qu'il soit bon ou mauvais d'ailleurs, peu importe, mais il faut avoir des codes. C'est la même chose pour lire un bouquin de philo, pour voir un film, pour écouter de la musique. Voilà, il faut juste des codes. Et quelque part, c'est ce que vous essayez de faire en organisant ces rencontres internationales. Ça, c'est notre boulot. Et nous ne sommes pas prêts, je vais me mettre du côté du nous, des gens, nous ne sommes pas prêts à ça. Donc il faut. Et puis après, alors là, je rejoins complètement Emmanuel sur la question de la toile, sur une espèce sur cette méchanceté sociale qui est en train d'envahir, d'empuantir notre société. Vous en avez été victime de temps en temps, notamment quand on vous a dit qu'il ne faut pas organiser ces rencontres internationales des dessinateurs de presse, c'est pas l'année. On se fait menacer de mort régulièrement. C'est formidable, c'est le nouveau truc, ça. Alors, tout dessiner, peut-on tout caricaturer? C'est une des questions fil rouge, je dirais, de ces rencontres des dessinateurs de presse, ici au Mémorial de Caen. Berthe, on va voir deux de vos dessins. On a vu celui de Chonu il y a un instant, que vous avez dénoncé, que vous avez critiqué. D'abord, un premier dessin qui fait référence aux vidéos d'exécution d'otages par Daesh, avec cette légende, l'islam et le 7e art, c'est pas gagné. Est-ce qu'en faisant ce genre de dessin, vous vous mettez en danger? Je ne me pense absolument pas. On a tous critiqué Daesh, on a tous critiqué l'État islamique, les dessinateurs. C'est pas ça qui est menaçant. Non. Pour en revenir au 7 janvier, le seul qui était menacé véritablement, c'était Charb et Charlie, d'une manière un peu plus générale. Après, je ne suis pas sûr qu'un dessinateur prenne plus de risques en dessinant ça qu'un individu lambda qui va prendre le train, qu'un autre qui va dans un musée. Ça s'est focalisé sur les dessins de presse. Mais il y a des dessinateurs qui ont témoigné ici, qui disent depuis le début de l'année, quand je dessine, j'ai la boule au ventre. Il y a certains on a vu des articles qui apparaissaient floutés, les images floutées. Est-ce que ça aurait existé avant l'attentat de Charlie Hebdo? Non, mais il y a eu un phénomène. Est-ce qu'il y a un avant et après? Oui, post-attentat, où effectivement, je pense que tout le monde, moi y compris, on a ressenti une certaine peur. Au moins, on s'interrogeait par rapport à tout ça. Mais après, je pense que concrètement, on ne risque pas plus que n'importe quel individu, en tant que dessinateur. Il suffit de... Bon, il y a ce tabou du prophète qu'il ne faut pas dessiner. Effectivement, si on s'amuse à le dessiner un peu systématiquement, on va commencer à prendre des risques. Alors, mais c'est pas en dessinant les types de Daesh ils ne savent pas lire, de toute façon, ces gens-là, ils ne savent pas lire les dessins, quoi. Alors, vous parlez justement du prophète. On va voir cette une de Charlie Hebdo parue une semaine après l'attentat et qui a coûté la vie, je le disais, à 12 personnes, dont 5 dessinateurs. La une d'un numéro spécial publié à 3 millions d'exemplaires, le 13 janvier précisément. On voit le prophète Mahomet avec cette pancarte « Je suis par Charlie » et ce titre « Tout est pardonné ». Est-ce qu'aujourd'hui, tout est vraiment pardonné? Michel Onfray?
Alors ça, d'abord, pour moi, c'est un mauvais dessin, parce que je ne l'ai pas compris. Je ne comprends toujours pas. Qui pardonne quoi à qui? Je ne sais pas. C'est Mahomet qui a ce truc "je suis Charlie" et qui pardonne au tueur d'avoir tué, ou qui pardonne au dessinateur d'avoir dessiné. Enfin voilà Vous l'avez quelque pas chose compris? Toujours pas, non. Et ben on est deux, voilà. C'est ça qu'il a dit, Eh d'accord. ben oui, non mais donc je pense qu'il n'y a pas une extraterritorialité pour la morale. Du genre, vous, quand vous êtes à table avec des amis, vous ne leur dites pas forcément tout ce que vous pensez, parce que vous savez très bien que si vous dites tout le temps la vérité, ça va être terrible. Si dans l'humour et dans l'ironie, on rend possible de dire la vérité toujours et tout le temps, alors on va déborder et on va arriver sur la méchanceté. Il y a aujourd'hui une capacité des humoristes, par exemple, à la télévision, à la radio, une capacité à être d'une extrême méchanceté qui fait qu'on voudrait avoir le droit d'être méchant sans avoir les inconvénients de la méchanceté. Du genre, je suis méchant, mais celui que j'agresse, finalement, il devrait accepter, parce que s'il n'accepte pas, eh bien, il ne respecte pas la liberté d'expression. Il y a de la morale partout, il y a de la morale dans les dessins aussi. Bien sûr qu'on peut tout dessiner. Bien sûr qu'on peut insulter les gens. Bien sûr qu'on peut les mépriser. Mais si on les insulte, il faut s'attendre à ce qu'effectivement ils nous répondent de temps en temps. On peut Donc tout on doit dessiner, vous dites. Oui, bien sûr. Ouais. Bah, Le pape disait le 16 janvier dernier, le pape François a déclaré à des journalistes justement, on ne peut pas offenser la foi des autres. c'est ce que je dis, c'est-à-dire qu'on peut offenser la foi des autres, mais si on offense la foi des autres, il faut savoir que les autres peuvent ne pas être contents. Jean-Michel Ribes, par exemple, n'était pas content du tout, parce qu'il y avait devant le théâtre du Rond-Point des gens qui étaient en vêtements religieux, des croix, etc., des soutanes et autres, qui priaient et qui trouvaient ça inadmissible, alors qu'ils présentaient une pièce dans laquelle on insultait le Christ, on envoyait des simulacres de matière fécale sur le Christ, etc. Moi, je suis athée. J'ai pas envie de blasphémer. Et je dis, mais accepte, si tu veux insulter les croyants, accepte que les croyants soient devant chez toi, en train de prier et déclamer des prières. Il faut accepter les conséquences de ce qu'on fait quand on dessine et qu'on sait qu'en dessinant, on va insulter. On a le droit d'insulter, on a le droit de mépriser, on a le droit de blasphémer. Mais il ne faut pas dire, moi je voudrais blasphémer, mais en même temps, je ne voudrais pas les inconvénients de celui qui blasphème. Bah si, c'est-à-dire qu'on a une morale, on a une éthique, on la respecte. Si on va jusqu'au bout en disant je ne respecte rien, il ne faut pas attendre à se faire respecter, et ça me paraît normal. Alors, Chonu, on va voir un de vos dessins. A-t-on le droit de tout dessiner, tout caricaturer? On va voir le dessin qui est paru à la une du journal Ouest France le lendemain de l'attentat du 7 janvier. Tout de suite que c'est un mauvais dessin. C'est un mauvais dessin Je vais également. faire pleurer dans les chaumières. Je vais encore me faire cartonner par mon copain. Ces crayons passés au peloton d'exécution. En plus, il a copié sur Goya, le gars. Donc, il n'a aucune idée, Goya, qui était une petite merde, le peintre, etc. Enfin voilà, c'est un mauvais dessin. C'est un mauvais dessin, ça? Non, moi je sais pas. Moi, 7 écoutez, mois, alors, moi, 7 je mois sais après, pas. justement, comment vous le qualifiez, ce dessin? C'est intéressant. D'abord, moi, ce dessin, pour moi, la victoire, excusez-moi, mais c'est d'avoir eu la chance d'être publié à la une d'Ouest France, qui n'avait pas forcément une culture du dessin de presse. Et oui, c'est un dessin que... Moi, je ne sais absolument pas commenter mes dessins, je laisse aux autres de commenter. Je l'ai fait dans l'émotion. Ça me rappelait effectivement les fusillés de Goya. Voilà, merci. Merci. Pas de caricature sans culture, tu as vu Bref. Et donc voilà, c'est un... Après, c'est très mauvais de commenter. Je crois que Berthe est d'accord avec moi, on ne commande pas un dessin, quoi. Il est fait. Après, il y a les profs d'art plastique qui peuvent dire, machin. Non. Moi, je ne sais absolument pas commenter mes dessins. Mais est-ce que votre vie a changé? Parce qu'on pose la question à Berthe. Il dit, moi, je ne me sens pas menacé, je ne me sens pas en danger. Vous avez été menacé de mort en début de semaine. Attendez. Menacé de mort. Vous savez qu'il y a des profs, il y a des policiers. Je vais aller porter plainte. On m'a demandé de porter plainte. Les policiers sont menacés de mort en permanence. Il faut sortir de ça. On est tous menacés de mort. Michel Onfray est menacé de mort. Bon, moi, j'habite à Saint-Aubin-sur-Mer. Je n'ai absolument pas peur. Et je ne vais pas me la jouer résistant tout d'un coup, etc. Je fais de l'humour, je fais des dessins, ils ne sont pas bons, d'accord. J'ai progressé. Tu as fait un mauvais dessin dans ta vie. Je sais, même plus. Sur toute une carrière, c'est peu. Mais non, par contre, il y a une chose, la rencontre avec Michel Onfray, ça, c'était une belle rencontre. Et ça permet de... Mais si, c'est vrai, ça permet de on en a marre de raconter toujours les mêmes choses autour du dessin de presse depuis le 7 janvier. Il faut élargir ça. Il faut qu'on élargisse le débat, on en a marre. Michel Onfray menacé de mort, Chonu le disait, c'est vrai? Depuis longtemps. Oui.
Ah oui, depuis longtemps, depuis le traité récemment, je veux d'Athéologie. dire. Non, depuis le traité d'Athéologie, puis oui, ça continue en permanence. Bah, c'est le propre d'Internet, on est dans l'impunité, c'est le règne de l'anonymat, la police ne peut pas retrouver les traces de ces gens-là, ils ont des plaintes 100 fois par jour, donc on vit avec ça. Et puis les gens qui veulent vous égorger, ils vous égorgent, ils vous retrouvent. Il faut savoir que ça fait partie du jeu. Alors pas facile d'exercer la liberté d'expression et des journalistes, hein. On va venir justement à ce qui s'est passé le 7 janvier et le 11 janvier, cette mobilisation géante en France. Je vais remercier Berthe d'avoir participé à cette émission. Vous allez rejoindre la conférence qui se tient en direct derrière nous avec les dessinateurs de Ciné Mensuel. Merci Berthe. Et on va accueillir sur ce plateau dans un instant le conservateur du musée du Bardo à Tunis. Le Bardo qui avait été le théâtre d'un attentat le 18 mars dernier, un attentat qui avait fait 24 morts. Peut-on parler d'un 11 septembre à la française à propos de l'attentat de Charlie Hebdo? C'était le thème de la conférence que vous avez animée, Michel Onfray, hier soir. Que reste-t-il de l'esprit du 11 janvier également? Retour sur ces événements avec Pierre Maripeau. Le choc, l'incrédulité, le chagrin laissent sans voix. Le rassemblement est silencieux. Ils se sont passés le mot sur les réseaux sociaux. 7000 citoyens affluent spontanément sur la place du théâtre de Caen le soir du 7 janvier, encore sonnés par la nouvelle. La fusillade à Charlie Hebdo a fait 11 morts. Je suis en deuil de mes 20 ans et de tout le reste. Voilà, ils m'ont accompagné pendant toute ma vie, oui. Et bien heureusement qu'ils nous ont permis de penser, ces gens-là. 3 jours après le drame, la foule brandit des crayons sur l'esplanade du mémorial de Caen en prêtant une attention nouvelle à ces mots gravés sur la pierre du musée pour la paix. La douleur m'a brisé, la fraternité m'a relevé, de ma blessure a jailli un fleuve de liberté. Le 11 janvier, 12 000 personnes défilent dans les rues d'Alençon. Ils sont 25 000 Cherbourgeois à piétiner sur les quais derrière une pancarte « Je suis Charlie ». Plus de 30 000 citoyens se serrent sur la place de la Résistance à Caen. On manifeste partout, à Coutances, à Vire, à Saint-Lô, du jamais vu depuis la Libération. L'immensité des foules donne même l'illusion que c'est un pays tout entier qui se lève. Je suis fier d'être français, quoi. Je suis vraiment... c'est vraiment énorme ce qui s'est passé aujourd'hui et les jours précédents. Et j'espère qu'on n'oublie pas tout ça, qu'on n'oubliera pas. Voilà, il y avait eu plus de 300 000 personnes le dimanche 11 janvier dans la région. Nous a rejoint sur ce plateau Monsef Ben Moussa, vous êtes le conservateur du musée du Bardo à Tunis. On va parler de l'attentat qui vous a frappé, c'était le 18 mars dernier. Mais d'abord, retour, comme promis, sur ces images, cette mobilisation française, ces milliers de personnes qui défilent dans la région, en Normandie, et ces millions de personnes en France. Quand vous avez vu cette mobilisation, qu'est-ce que vous vous êtes dit justement? Votre regard de Tunisien sur ces événements français? Oui, parce que c'est un fléau qui concerne le monde entier, donc d'une part ça ne m'a pas étonné. C'est un phénomène qui quand il touche la France, quand il touche l'Amérique, quand il touche la Tunisie, il touche l'humanité. Et donc qu'il y ait des réactions et des mobilisations un peu partout dans le monde, c'est quelque chose de normal. Mais aussi c'est rassurant parce que ça veut dire aussi que tout le monde est conscient de la gravité de ce phénomène et qu'il faut aller de l'avant avec plus de solidarité, avec une détermination de venir à bout de ce phénomène. Stéphane Grimaldi, vous dites entre ce qui s'est passé le 7 janvier et ce qui s'est passé en 2001, le 11 septembre, c'est la même chose, c'est la même guerre. Oui, c'est une guerre qui a démarré le 11 septembre 2001 à New York. Et le monde, d'ailleurs c'était l'intention de Ben Laden, il a parfaitement réussi son coup de ce point de vue-là. Une inspiration très léniniste d'ailleurs, de faire basculer le monde dans autre chose. Et le monde est entré en guerre. Et il l'est, et nous sommes en guerre depuis le 11 septembre 2001. Voilà. Michel Onfray, vous avez justement, je le disais, animé une conférence hier soir ici au mémorial de Caen sur le parallèle entre ce 11 septembre 2001 et le 7 janvier en France. Quel point justement, en dehors de l'union nationale qu'on a vu, cette mobilisation gigantesque du peuple français, qu'est-ce qui rapproche les deux attentats, les deux dates ? D'abord, il n'y a pas eu cette union du peuple français. C'est les médias qui ont décidé qu'il y avait une union du peuple français. La place de la Résistance ne contient pas 30 000 personnes. Donc effectivement, j'ai assisté à tout ça. Moi, le TF1 et France 2 m'avaient demandé de commenter cette information l'après-midi en direct à Paris. Je n'y suis pas allé. Mais il y a un moment donné où on a commencé à basculer. On a dit c'est tellement important qu'on n'arrive plus à compter. Donc à ce moment-là, c'est pas compliqué. Il y avait 60 millions de gens dans la rue. C'est bien que c'est pas vrai.
On sait bien que c'est pas vrai. On sait bien qu'il n'y a pas une union nationale. On sait bien que les gens qui sont venus là dans ces manifestations n'ont pas dit la même chose. On ne peut pas dire la manifestation de ce dimanche disait ça. Non, il y avait des gens qui sont descendus dans la rue parce qu'on leur a dit qu'il fallait descendre dans la rue. Mais il y a des gens qui sont descendus dans la rue avec les mêmes pancartes. Je suis Charlie. Bah oui, ça c'est la catastrophe. C'est-à-dire quand vous avez un slogan publicitaire qui fait la loi sur la totalité d'un pays, vous êtes bien sûr qu'on ne pense pas. Et que ce slogan, c'était la meilleure façon de ne pas penser. Donc on n'a pas pensé l'événement, on a interdit de le penser, et d'une certaine manière, on invite toujours à ne pas le penser, en reproduisant toujours en boucle cette idée qu'il y aurait une union nationale, etc. Le peuple musulman n'a pas dit « je suis Charlie ». Il y a nombre d'enfants dans les écoles qui ont refusé la minute de silence en disant « je ne suis pas Charlie ». Mais il y a eu je suis Tunis, on en parlera dans un instant. Mais il y a plein de gens aussi, outre le Front National, mais des gens qui n'étaient pas forcément des fascistes, qui ont dit « je ne suis pas Charlie ». Ceux-là, on ne les a pas entendus parce qu'on les a criminalisés tout de suite. Ça n'existe pas une union nationale, ça n'existe pas. Il y a des pensées diverses et multiples, et si on commence à penser, on a des pensées différentes. Et je trouve que si on voulait vraiment réfléchir, et j'en arrive pour le coup à la deuxième partie de votre question, il faut effectivement essayer de faire ce qu'on a fait hier soir, en se demandant ce que ça veut dire 11 janvier, 11 septembre, pardon, 7 janvier, et de se dire qu'effectivement, il y a là une guerre de civilisation, un choc des civilisations entre des musulmans et ce qu'on appellerait l'Occident. Alors, est-ce que l'on peut comparer les attentats, puisque c'est ce que vous avez fait hier? C'est pas comparable, c'est-à-dire que c'est pas exactement la même chose. Si on veut voir le nombre de morts, si on veut voir le modus operandi ou ce genre de choses, sauf que on voit bien que l'islam qu'on nous a présenté comme terroriste ne faisait jamais que répondre à une politique impérialiste de l'Occident sur la totalité de la planète, et qu'il faut mettre tout ça en perspective et arrêter de moraliser. Alors peut-on comparer les attentats, parce que vous l'avez fait encore une fois, Michel Onfray, hier soir dans cette conférence. Moncef Ben Moussa, je le disais, vous avez été frappé le 18 mars dernier dans votre musée Le Bardo à Tunis par cet attentat qui a fait 24 morts, 21 touristes. Le musée est rouvert aujourd'hui, il est rouvert depuis le 30 mars dernier. Il est ouvert une semaine après l'attentat. Ouais. Est-ce qu'on peut comparer justement les différents attentats? Pour moi, oui. Pour moi, oui, parce qu'ils proviennent du même phénomène. C'est la même guerre, c'est ce que dit Stéphane Grimaldi? Oui. Pour moi, c'est... Et comment on lutte justement comme ici, les moyens, lors de ces rencontres internationales des dessinateurs de presse? C'est un bon exemple? Oui, à chacun sa manière, mais sûrement pas avec les missiles et les bombes. Je pense que ce que le mémorial ici et les intellectuels du monde entier sont venus faire ici et exprimer, c'est aussi une arme contre ce phénomène. La culture à partir des musées, mais à partir aussi de tout le patrimoine dans tous les pays, la sensibilisation de l'importance de la culture dans tous les pays et le travail avec les jeunes dans le monde entier en leur disant qu'il y a un héritage de l'humanité et non pas un héritage des nations. C'est-à-dire que ce que fait l'homme, où qu'il soit, c'est pour l'homme et pour l'humanité. Et en parlant, par exemple, ce que j'essaierai de dire aussi cet après-midi, en parlant des pyramides de l'Amérique précolombienne, ou bien des pyramides de l'Égypte des pharaons, ou bien des Bouddhas de Bamiyan, ce ne sont pas des patrimoines mexicains, égyptiens ou afghans, c'est plutôt un héritage de l'humanité, et la sensibilisation de l'importance de cet héritage est pour moi une arme à inculquer aux jeunes, à donner aux jeunes pour faire face à ce phénomène. En un mot, simplement, on pourrait organiser de telles rencontres dans votre pays, la Tunisie? Ah, tout à fait. Vous y réfléchissez? Tout à fait. Vous travaillez avec Stéphane Grimaldi pour ça? Même si il reste quelques secondes. Vous travaillez avec Stéphane Grimaldi pour un tel événement? On les organise? On les fait? Allez, banco. Cap là. En direct. Et bien, on terminera par cela. C'est la fin de cette première partie. On va se retrouver dans quelques instants en direct de ces rencontres internationales des dessinateurs de presse. Pour l'instant, c'est le journal de la mi-journée. Je vous retrouve dans une petite dizaine de minutes. À tout de suite.